Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de courir sur vos objectifs tout en mangeant de façon qualitative et en prenant soin de votre système hormonal. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir interviewer, alors ça va pas être une interview, ça va être une discussion, mais Sébastien Diffenbronn, j'espère que je prononce bien le nom et qu'il n'est pas écorché. Un sportif ultra-trailer accompli et à côté un coach hormonal spécialisé dans le syndrome RED-S et les déséquilibres hormonaux. Est-ce que j'ai bon, Seb, ou pas? T'as bon, à une petite exception près, c'est que je fais plus d'ultra, mais sinon on n'est pas loin de la réalité. Ouais. Qui est plutôt axé trail dans ta pratique. Ici, on parle plutôt triathlon. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant la pratique sportive que la manière de le faire, que ce soit du triathlon, du marathon, de l'ultra trail ou autre sport d'ultra endurance ou d'endurance tout court. Le système hormonal est mis en péril. Ce qu'on va essayer de faire dans cette discussion, c'est d'expliquer quels sont les impacts concrets pour les pratiquants de sport d'endurance, quels sont leurs moyens d'action et comment est-ce qu'ils peuvent s'évaluer, eux, dans leur pratique pour savoir si leur système hormonal fonctionne bien et soutient bien leur pratique sportive. On va rester dans ce cadre-là et on va essayer d'être très simpliste. Est-ce que tu peux te présenter du coup au niveau de ton travail très rapidement, c'est quoi ton quotidien concrètement au bureau? Alors du coup, j'accompagne là sur effectivement les sportifs d'endurance. À la base, j'ai une formation qui n'a strictement rien à voir. Je suis ingénieur dans la cybersécurité. Bon, ça c'est Gros une twist. partie, mais du coup là sur la partie sportive, en fait j'ai commencé à accompagner les sportifs d'endurance. Déjà sur la partie ravito, il y a presque 10 ans maintenant. Ensuite, en fait, de proche en proche, je me suis intéressé à la nutrition quotidienne, ensuite à la micronutrition, toujours dans un cadre endurance. Et pour finir, depuis 3 ans maintenant, et ben en fait la partie hormonale, parce que une fois que j'ai creusé tous les points, et ben en fait il me restait toujours quelque chose qui n'allait pas, et donc je me suis comme ça avancé. Et puis là de plus en plus, je m'intéresse plutôt à la partie psycho-émotionnelle. Voilà. Ok, donc complet, mais plutôt axé sur la partie hormonale des sportifs d'endurance. Ouais, en fait, en avançant, à la base, c'était plutôt de la micronut, je dirais performance, santé, et j'ai toujours cette partie-là. Mais voilà, en avançant de petit à petit, en fait, j'ai eu beaucoup de demandes sur cette partie-là, et je me suis très clairement spécialisé il y a 2-3 ans sur le sujet. Ok, et est-ce que tu peux définir la micronutrition? Parce que moi, ma définition, c'est qu'on mange des petites quantités. Globalement, très simplement, micronutrition, basta. En fait, c'est Qu'est-ce pour que tu entends par ça? micronutriments. C'est pour micronutriments. On a les macronutriments, ça globalement tout le monde comprend. C'est protéines, glucides, lipides. Et les micronutriments, c'est du coup, on va dire, si je simplifie, vitamines, minéraux, oligo-éléments qu'on retrouve du coup dans l'alimentation pour faire fonctionner notre physio. Si je devais résumer vraiment simplement, c'est un petit peu les macronutriments, c'est l'essence que je mets dans ma voiture. Et les micronutriments, c'est toutes les pièces de ma voiture pour que ça fonctionne. Mon moteur, il a besoin des bougies, il a besoin des injecteurs, etc. Et ben, c'est un petit peu pareil. J'ai besoin de plein de nutriments pour que tout ce bazar fonctionne. Ok. Et du coup, ça vient en accompagnement de l'entraînement où là, on travaille le nombre de pistons et la puissance du moteur pour pouvoir aller vite. Mais avant de pouvoir aller vite, il faut que toutes les pièces, qu'il y ait déjà toutes les pièces, qu'il y ait de l'essence et ensuite, on peut aller vite. C'est bien ça pour rester. J'aime bien l'analogie de la voiture. Ouais, moi j'aime bien aussi. Elle marche bien. Pour les sportifs d'endurance, je trouve que ça marche super bien. Genre, vraiment, on comprend vachement mieux. Avant de débuter, 3 petites questions pour apprendre à te connaître toi en tant que sportif sur ton parcours et ta vision un petit peu de l'entraînement. La première, c'est le classique, je la pose à tous les invités. Si tu devais résumer ton mental quand tu es en compétition, si tu devais le résumer en un super-héros, ça serait lequel et pourquoi?
Sachant que là, tu es sur la saison des crosses. J'ai vu que tu t'ouvrais un peu en deux sur les crosses et que tu allais chercher Ouais. avec des chronos plutôt sympatoches. Ça court bien. Quel super-héros tu as dans la tête quand tu es en train de t'ouvrir dans la gadoue sur un cross? Je vais pas arriver à te répondre parce que en fait, je connais pas trop les super-héros. Donc, Les classiques. je vais pas savoir te dire, mais globalement, oui, effectivement, quand je mets un dossard, j'y vais pas pour trop rigoler. Donc, voilà, si toi, tu arrives à me mettre un petit nom Mec qui lâche jamais super-héros rien et là-dessus. même si tu prends des blessures, tu continues quoi qu'il arrive à avancer le couteau entre les dents Ouais, et tu alors dragues. peut-être pas quand même. Non, je vais pas jusque là parce enfin, on va peut-être en discuter dans l'épisode. Il faut aussi savoir se raisonner et quand même être cohérent dans ce qu'on pratique. C'est-à-dire que si je me mets sur la ligne de départ, je suis pas blessé, je suis en forme et par contre, effectivement, je donne tout une fois que je suis en course. Mais alors, sur un cross, je me suis jamais blessé en course, mais c'est déjà arrivé que je me blesse une entorse par exemple sur un trail, ben j'arrête la course. Voilà. Ok, je te mettrais sur un Luffy, personnage de manga de One Piece. Tu l'as, c'est pas vraiment un super-héros, mais il a quand même des super pouvoirs. T'as la ref ou Allez, pas? si Est-ce que tu veux, tu je dis connais One pas. Piece? Non, j'ai Ah pas la non, ref. c'est large, hein. On est sur la pop culture très très large. Tant pis pour le super-héros, on aura peut-être une réponse sur la deuxième. Ton style d'entraînement, si tu devais le résumer justement en un plat, là normalement ça te parle plus. Comment est-ce que tu résumerais ton style d'entraînement? Est-ce que tu es plutôt sur une petite salade niçoise bien dosée, bien complète avec tout ce qu'il faut ou sur un gros plat du Nord, genre avec du fromage et de la patate? Non, je dirais peut-être la première version, mais là, j'ai été entraîné. Là, de nouveau, je suis entraîné par Patrick Bringer, si tu vois qui c'est, Ouais. qui a fait du triathlon d'ailleurs à haut niveau, qui a basculé sur le trail et qui a une structure d'entraînement. Bon, il a quand même une petite réputation dans le domaine d'être un peu, voilà, c'est plutôt copieux, mais il y a de la qualité. C'est un petit Tu mélange gardes, entre de la qualité et du volume d'entraînement. tu gardes une qualité, mais t'as plus faim, t'es rassasié à la fin de ta semaine Ah bah tu fais ce oui, qu'il oui, faut à oui, oui. l'entraînement. Ouais, On est, clairement. Ouais. on est bon là-dessus. Et si tu avais la capacité de Ouais. télécharger instantanément une compétence pour ton prochain défi sportif, donc là par exemple les crosses, comme un PC t'upload un programme, quelle compétence est-ce que tu pourrais immédiatement télécharger? Pas forcément les autres, juste une seule. Bah là, pour Ça les peut être crosses, la c'est capacité. clairement la VO2. Ouais, illimité. Tu te mets capacité illimitée, moteur Bah ouais, débile. là sur des formats courts comme ça, plus t'as un gros moteur, forcément plus c'est facile. Hein. Ouais, plus tu peux aller vite dessus. Et donc, tu Ouais, changerais ouais, parce rien à que la là, il n'y a pas beaucoup nutrition, d'autres à la qualités. la technique ou la puissance, si jamais t'as pas ce qu'il faut dans les jambes pour pousser le Ouais, moteur, si ton cardio il monte. ça va dépendre un peu du parcours, effectivement, mais tu vois, les derniers parcours des francs, c'était quand même plutôt très roulant. Donc ça dépend un peu, mais effectivement, avec un gros moteur, de toute façon, si tu regardes, ça reste quand même des gens qui ont plutôt cette qualité-là en cross. Ouais, c'est effectivement la VO2 max qui prime avant toute chose. Après, c'est Ouais. bien d'avoir le reste, mais on est sur des plus petits pourcentages de représentatifs. Ok, on va pouvoir attaquer le sujet. Globalement, on va parler du coup d'hormones dans la pratique du triathlon, dans la pratique d'endurance. L'idée, c'est de comprendre avant d'agir et de comprendre comment est-ce que ces hormones bougent un petit peu partout. On va toucher à la différence homme-femme parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes systèmes hormonaux et c'est pas la même chose. L'idée, c'est pas forcément de faire de miracles ou de garantir quoi que ce soit à la fin, si ce n'est une petite compréhension pour une performance un peu plus durable. Est-ce que tu peux nous poser les bases et vulgariser un peu ce qu'est le système hormonal globalement et le rôle chez un sportif d'endurance? Alors, toujours sous couvert on est dans le cadre d'un podcast d'1 heure et demie, on va pas aller dans les détails, c'est pas un cours de sciences appliquées pure et poussée. Donc évidemment, tu vas prendre des raccourcis. Ça, c'est pour Ouais. essayer de linéariser. Maintenant, je te laisse expliquer cette partie-là. Ouais. Alors, je dirais, si on veut faire simple, le système hormonal, on a des glandes dans le corps, la thyroïde par exemple, les testicules, les ovaires, etc., qui vont produire des hormones, des petits messagers chimiques, si tu veux, qui derrière vont avoir un rôle ailleurs dans le corps, sur d'autres choses. Alors parfois c'est juste local, parfois c'est un peu plus loin dans le corps, mais ce qu'il faut retenir, je dirais simplement, c'est en gros, c'est un messager chimique qui va avoir une action euh, sur
sur la physio. Et du coup, pas forcément sur le sportif d'endurance. Je dirais surtout déjà dans un premier temps sur la santé. Parce que j'aime quand même bien parler de santé avant de parler de performance. Parce que si on fait l'effet inverse, souvent sur la durée, ça va pas tenir bien longtemps. Ouais, on est des humains avec un système hormonal complexe avant d'être des sportifs d'endurance. Il faut d'abord le comprendre et que ce soit linéarisé dans la vie de tous les jours avant de passer sur l'endurance. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, ces petits messagers, est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est quoi leur rôle? Comment est-ce qu'ils interviennent? Où est-ce qu'ils sont produits, sécrétés? Comment est-ce que l'alimentation a un impact là-dessus? Alors, comme je te disais, il y a plein de petites glandes qui vont sécréter ces hormones et c'est contrôlé par le cerveau. C'est-à-dire que c'est lui, en grande partie, qui va décider, par exemple, imaginons, fonction thyroïdienne, le cerveau demande à la thyroïde de produire des hormones thyroïdiennes. Le cerveau demande aux testicules de produire de la testo. Le cerveau demande aux glandes surrénales de produire du cortisol. Voilà. Donc, globalement, là, il faut voir deux choses. C'est est-ce que mon cerveau veut bien produire ces hormones? Okay. Parce qu'en fonction du contexte, on verra peut-être tout à l'heure que globalement, il peut demander un peu moins ou un peu plus. C'est lui qui décide. Mais après, il faut aussi avoir les ressources pour fabriquer ces hormones. Si on prend par exemple la thyroïde, elle a besoin d'iode, par exemple, pour fabriquer des hormones thyroïdiennes. Elle a besoin de tyrosine et elle a besoin on parle de cofacteurs. En gros, c'est un petit peu des briques de Lego pour fabriquer les hormones. Voilà. Donc, si tu dois retenir deux choses un peu principales, c'est j'ai à la fois mon cerveau qui décide de ce qu'il veut faire et de l'autre côté, est-ce que mes glandes, elles ont ce qu'il faut pour fabriquer mes hormones. Ok. Donc là, déjà, tu peux voir par rapport à ta question de l'assiette, tu peux voir qu'il y a déjà des petits débuts de réponse. C'est-à-dire que mon cerveau, comme il décide, donc si par exemple j'ai un athlète qui mange pas assez, potentiellement mon cerveau peut demander plus ou moins de certaines hormones. Okay. Et après, sur la partie synthèse hormonale, je vais avoir besoin de nutriments. J'ai parlé d'iode, j'ai parlé de tyrosine, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines, mais la liste, elle est globalement longue. Voilà. Donc, si on a des carences, potentiellement, à la fois en macronutriments, protéines, glucides, lipides, et à la fois en micronutriments, ça va avoir un impact sur ma synthèse hormonale. Soit parce que le cerveau va plus ou moins commander la sécrétion, soit parce que je vais manquer de nutriments pour fabriquer les hormones. Ok. Donc du coup, concrètement, soit tu peux avoir un impact et avoir adapté ta micronutrition ou ta macronutrition pour gérer ce système hormonal. Sur le cerveau, on a un impact. Si c'est le cerveau qui décide de ne pas sécréter, dans quel cas est-ce que ça arrive et à quel moment le cerveau il se dit non, tiens, flemme de sécréter ces hormones-là? Ouais, alors c'est pas vraiment flemme, effectivement, c'est plus qu'un mécanisme de protection de sa part. Okay. Là, je vais refaire une petite analogie avec la voiture. Yes. Donc, si je reprends ma fonction thyroïdienne, la fonction thyroïdienne régule tout le métabolisme. C'est-à-dire que quasiment toutes les cellules du corps, elles ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Et plus il y a d'hormones thyroïdiennes, plus la cellule, entre guillemets, elle va aller vite. Elle va faire des choses rapidement. S'il n'y a pas assez, potentiellement, du coup, la cellule va moins vite. C'est un peu comme si je demandais à mon moteur de ma voiture de rouler plus ou moins vite. Okay. Ouais. Donc là, le cerveau décide de rouler plus ou moins vite. Mais imaginons, tu n'as plus beaucoup d'essence dans ta voiture, tu roulais sur l'autoroute et tu te retrouves sur la réserve. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas volontairement rouler moins vite. Okay. C'est toi, au volant, qui décide de rouler moins vite. Ton moteur n'a pas de problème, ta voiture n'a pas de problème, c'est juste que tu dois économiser de l'énergie, économiser de l'essence parce que tu n'en as plus beaucoup. Donc, chez un sportif d'endurance qui potentiellement mange pas assez, ou en tout cas, on a un déséquilibre entre ce que l'athlète va consommer et ce qu'il va dépenser. Et bien là, c'est pareil, le cerveau, il perçoit, le cerveau, c'est comme une tour de contrôle. C'est un peu comme toi, dans ta voiture, tu vois ce qui se passe sur tes petits voyants. Là. Et bien là, le cerveau, il fait pareil. Il se dit, ok, je manque d'énergie, donc
il va volontairement réguler plus bas la fonction thyroïdienne. En fait, c'est un mécanisme de protection de sa part pour économiser de l'énergie. Du coup, hop, c'est pas de la flemme, c'est vraiment pour nous protéger. Okay, Pour donc, permettre de durer plus longtemps jusqu'à la station ravitaillement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, le souci, c'est que si c'est juste tu fais une séance dans la journée, effectivement, tu as la station ravitaillement. Là, le cerveau, il perçoit pas ça comme un problème. Il va percevoir ça comme un problème si ça dure dans le temps. Plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années pour certains. C'est quelle donnée? Parce que dans le temps, sur une course, 1 heure, est-ce que ça perturbe le cerveau ou est-ce que c'est vraiment sur plusieurs années? Sur une séance, en intra-séance, tu as des mécanismes de protection au niveau thyroïde, mais je ne vais pas rentrer dedans, c'est compliqué, avec de la reverse T3, etc. Mais ce qu'il faut plutôt retenir, c'est que sur même une journée, on pourrait dire ça, mais sur une séance, tu n'as pas d'impact. Okay, c'est plus sur la durée. Si ça devient chronique, le déficit, que là, tu vas avoir un problème. Et d'un point de vue hormonal, ça peut quasiment que être chronique. Du coup, le temps que ça se dérègle et que ça se perturbe, ça ne peut pas se perturber sur une séance. Sur une séance, ce sera du musculaire ou du nerveux qui va lâcher, mais ce ne sera pas de l'hormonal. Oui, ou tu as tes stocks de glycogène qui sont vides, des choses comme ça. Mais effectivement, sur la partie hormonale, ça ne va pas entre guillemets, dérégler, parce que ça ne se dérègle pas vraiment. C'est plutôt une problématique qui va arriver sur la durée. Ok, donc arrêter de se créer ou se créer en manque, pas suffisamment en tout cas pour être utilisé au maximum par ton corps. Et comment est-ce que toutes ces hormones fonctionnent entre elles? Est-ce qu'il y a une hiérarchie, en tout cas dans le cadre de la pratique d'endurance, est-ce qu'il y a une espèce de hiérarchie? Est-ce que tu en as spécifiques, des plus importantes ou intéressantes? Pas à prendre toutes les hormones parce que évidemment, sinon c'est un podcast de 8 jours qu'on enregistre. Dans le cadre de l'endurance, est-ce qu'il y en a 4-5 qui sortiraient du lot et qui sont plus importantes que les autres? Alors, je vais quand même t'en énumérer quelques-unes. Globalement, on va commencer peut-être par les fonctions thyroïdiennes parce qu'on en a parlé avant. Donc, globalement, la fonction thyroïdienne, comme je te disais, elle régule toute la physio. Okay, la vitesse à laquelle ta cellule va fonctionner. Donc ça, globalement, c'est la base, entre guillemets. Ouais, c'est quand même vraiment une base très importante. Clairement, quand on manque d'hormones thyroïdiennes, on va par exemple avoir le cardio qui est trop bas au repos. On peut parfois entendre j'ai un cœur de sportif avec, je donnerai pas de valeur, mais tel truc, tel battement par seconde au repos. Et ben, globalement, parfois, il faut se poser la question si derrière, on n'a pas une petite problème d'hypothyroïdie. Et à l'inverse… Si tu n'es pas sportif et que tu as la FC d'un sportif, c'est que probablement tu as la thyroïde qui fait la tête. Ça peut. Mais même chez le sportif, tu vas avoir parfois des FC de repos qui sont trop basses. Et des FC max qui ne montent pas vraiment très haut. Alors ça, tu vas t'en rendre compte. Typiquement, un athlète, par exemple, allez, on prend ton cas, on va prendre ton cas en exemple. Imaginons là, tu as FC de repos, moi je sais pas, 50, et tu as FC max 195. Et tu tombes dans une problématique hormonale, thyroïdienne. Du coup, au bout de quelques mois, années, tu vas peut-être te retrouver avec une FC de repos qui va tomber à 40 et une FC max qui sera plus qu'à 185, 180. Ok ? Ouais. Alors, ok, la FC max, elle diminue avec l'âge, mais tu perds pas 15 pulses de FC max en 6 mois. Surtout si tu t'entraînes. Enfin, oui, ça, c'est impossible. Mais sur 10 ans, si tu t'entraînes, normalement, tu perds pas autant. Donc ça, c'est un truc très connu que je vois très fréquemment sur des REDS qui sont importants et ou des troubles hormonaux. Et en fait, l'athlète s'en rend compte parce qu'il a le avant-après. Ok ? Par contre, si tu as toujours été un petit peu borderline, ou tu commences le sport, par exemple, et tu avais déjà peut-être des petits soucis de ce côté-là, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Et c'est là où tu vas pas forcément voir le avant-après. Ouais, forcément. Tu as parlé de syndrome REDS, juste, on en parlera un peu plus en détail juste après, pour le définir et savoir ce que c'est, dans quel cadre, est-ce que dans les sportifs d'endurance, ça rentre en ligne de compte. Mais ok, du coup, l'hormone thyroïdienne régule tout ça, entre guillemets, c'est la grosse hormone globale. Est-ce qu'il y en a d'autres, du coup? Alors, global, je dirais que tout est un peu entremêlé, si tu veux. Il n'y en a pas forcément une qui va être au-dessus de l'autre. En fait, c'est toujours une question de agoniste-antagoniste. C'est toujours une question de modulation de l'un avec l'autre. Donc,
bon, c'est un peu difficile. Je dirais pas qu'il y a un chef d'orchestre plus qu'un autre. Le chef d'orchestre, c'est peut-être le cerveau. C'est lui qui va décider. Et après, c'est le cerveau qui peut décider qui est plus ou moins de certaines hormones. Ok. Mais du coup, la grosse hormone, enfin, pas la grosse, mais c'est l'une des premières hormones, c'est la thyroïde qui la crée. Ouais, alors, les fonctions, pardon, les hormones thyroïdiennes, ouais, qui sont fabriquées C'est ça. par la Ok. thyroïde. Et après, peut-être on peut parler du côté hormones sexuelles, parce que les hormones sexuelles, alors œstrogène, testostérone et progestérone, ça sert pas qu'à faire des bébés. Globalement, Yes. parce que parfois On a dit qu'on serait large, on est large. Donc, voilà, ça sert pas qu'à ça. Déjà, œstrogène, testo, ça sert à différencier le sexe, globalement. Les hommes. Mais sachant que chez les mecs, on produit aussi en petite quantité œstrogène et progestérone, il me semble. Ouais, exactement. Ouais, clairement. Alors, les œstrogènes, il y a sur la partie cycle menstruel chez la femme, là je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, c'est important pour effectivement qu'il y ait un cycle hormonal, la croissance de l'endomètre au niveau de la paroi de l'utérus, etc., etc. Bon. Ça, c'est, je dirais, quelque chose que les gens connaissent plus ou moins. Mais après, il y a toute une autre partie qui est un peu moins connue, c'est la santé osseuse et la santé cardiovasculaire sur les œstrogènes, très important. Et du coup, autant chez la femme que chez l'homme, comme tu disais juste avant, il y a des œstrogènes chez l'homme, et les œstrogènes chez l'homme ont un impact sur la santé osseuse et la santé cardiovasculaire. Donc, petite parenthèse, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais les fractures de fatigue chez l'homme, ça peut être une problématique de manque d'œstrogène. Okay. C'est ça. Sachant qu'attention, il n'y a pas qu'une seule cause qui donne une conséquence. C'est pas parce qu'on parle de fracture de fatigue que c'est nécessairement un raidesse dû à la progestérone. Ça peut être autre chose aussi. L'œstrogène. Ça peut être autre chose aussi et il n'y a pas de conclusion. On donne des pistes de réflexion et on essaye d'expliquer comment ça fonctionne. Ouais, exactement. Et après, il y a sur la partie psycho-émotionnelle. Donc les œstrogènes, on en a besoin pour la synthèse de dopamine, pour la synthèse de sérotonine, pour la mémoire. Donc quand on manque d'œstrogène, la régulation de nos humeurs. Ouais, voilà, exactement. On peut le simplifier comme ça. Et puis la mémoire, ça parle quand même facilement à tout le monde. Donc quand on a cette partie-là basse, potentiellement, voilà, sur la partie psycho-émotionnelle, humeur, morale, ça peut être un peu compliqué. Les œstrogènes, on en a aussi besoin pour la synthèse de collagène. Bon, là, articulation, tendons, etc. Globalement, ça va parler à tout le monde. Le microbiote et la libido. Voilà. Et petite parenthèse, du coup, faire des cures de collagène, intéressant ou pas intéressant, en oui ou non, rapide. Il y a un débat. Je vais te répondre, ça dépend. Il y a un débat parce qu'en fait, c'est très clair. Le débat, il est simple à comprendre. C'est-à-dire que oui, comme ça marche pas chez tout le monde, les études, elles n'arrivent pas à conclure, de mon point de vue. Parce que si tu as une bonne synthèse de collagène et ou que tu apportes du collagène dans ton alimentation, si tu en rajoutes, ça ne marchera pas. Ok, donc du coup, zéro intérêt. Si par contre, tu manques de synthèse de collagène, typiquement parce que tu manques d'œstrogène, ou que tu n'as pas les acides aminés pour fabriquer ton collagène, bah, globalement, tu mets du collagène, ça va marcher. Donc, c'est très contextuel. Donc, ça dépend. Je t'ai pas répondu oui, non. En fait, c'est contextuel. Ça me va. La réponse. C'est pour ça que les études n'arrivent pas à conclure, clairement. C'est nickel. J'ai saisi la perche du débat. du coup, la testo. Du coup, alors, la testo, il y en a beaucoup chez l'homme, mais il y en a chez la femme. Et c'est aussi important chez la femme que chez l'homme. Pour développement et force musculaire, là, du coup, tout sportif comprend un peu l'intérêt. Le métabolisme osseux aussi. Il y a besoin de testo parce qu'il y a besoin de testo pour l'anabolisme. Et on revient à mes petits neurotransmetteurs, là, dopamine, sérotonine, mémoire. Il y en a aussi besoin pour la testo. L'érythropoïèse. Donc l'érythropoïèse, c'est la synthèse de globules rouges. Là aussi, on comprend que c'est quand même important d'avoir une bonne synthèse de globules rouges et d'hémoglobine chez le sportif. Sinon compliqué pour l'oxygène. Petite libido. Voilà. Donc là, tu vois que globalement, derrière ces deux grandes hormones, il y a quand même des choses intéressantes pour le sport et pour la partie psycho-émotionnelle, qui est importante dans le sport aussi. Du coup. Puis surtout que les trois jouent sur des domaines similaires et que c'est plus complexe que juste l'un ou l'autre et que ça peut être l'un et ou l'autre, les deux en même temps, ou juste l'un ou juste l'autre qui crée des déficits et du coup des fractures de fatigue,
troubles de l'attention ou des variations d'humeur. Ouais. En gros, les œstrogènes, ils ont comme antagoniste en face la progestérone. La progestérone, elle va aussi moduler la testo. Donc, en fait, c'est un peu tout est entremêlé, je dirais, sur cette partie-là. Et les trois ont, comme tu viens de le dire très justement, ils ont un rôle et c'est du et ou. C'est ça, c'est un triangle et ils fonctionnent tous les trois ensemble et c'est plus complexe que juste un curseur avec un levier de l'un ou de l'autre. Oui, exactement. Parce que ça serait, tu vois, trop simple de dire la femme les œstrogènes, l'homme la testo, alors qu'en fait, tu vois, on vient de dire que ne serait-ce que les œstrogènes pour la santé osseuse, il y en a besoin chez l'homme. Il y a besoin de testo chez la femme pour la partie musculaire. Donc en fait, c'est vraiment un mécanisme plus complexe que juste une hormone. Question un peu bateau où j'ai la réponse, mais je me dois de la poser. Du coup, vu qu'il y a de la testostérone, de la progestérone et des oestrogènes chez l'homme et chez la femme, c'est la même façon de gérer ou pas? Alors, qu'est-ce que tu appelles gérer? C'est la même gestion hormonale et c'est la même soumission au stress sportif. Est-ce que c'est la même régulation ou est-ce que du coup c'est plus complexe chez l'un ou chez l'autre? Ouais, alors chez la femme, globalement, c'est plus complexe, clairement. Alors, déjà, si je devais peut-être reprendre une base, la femme produit des œstrogènes et un peu de testo, naturellement. L'homme ne produit que de la testo, qui devient, par un mécanisme de conversion, des œstrogènes. Ok. La progestérone, par contre, elle est fabriquée des deux côtés, mais il y a une fabrication de progestérone au niveau ovarien qui est beaucoup plus importante chez la femme. Chez l'homme, il n'y en a pas. Donc, du coup, il y a des niveaux de progestérone quand la femme est ovulée qui sont beaucoup, beaucoup plus importants chez la femme que chez l'homme. Donc là, déjà, il y a des grosses différences, pas petites. Et après, il y a aussi l'homme a un cycle sur 24 heures. La testo varie sur un cycle de 24 heures, alors que chez la femme, le cycle va varier sur, je dirais, un petit mois, on va dire. 28 jours, c'est sur son cycle, c'est calé sur son cycle menstruel. Ouais, c'est calé sur son cycle menstruel, mais un cycle menstruel qui fonctionne bien, physiologique, c'est entre 21 et 35 jours. Oui, c'est là où ça dépend, et c'est pour ça que c'est plus complexe, c'est que chez l'homme, c'est 24 heures quasiment pour tous les hommes. Pour les femmes, ça peut varier d'une femme à l'autre de ouf. Oui, clairement. Clairement. Et après, du coup, le système hormonal féminin est quand même un peu plus complexe. Et donc, du coup, il est perturbable, entre guillemets, plus facilement. Pour répondre à ta question, je dirais simplement. Peut-être on pourra. Comment est-ce que le sport perturbe? Comment est-ce que le sport vient perturber tout ça, tout ce triangle, si on reste sur ces trois hormones, ou est-ce qu'il y a une autre hormone qui est importante à introduire ou pas? Ouais, il y a une autre hormone, le cortisol. Ok, ça c'est l'hormone du stress? Alors, résumé. Je dirais plutôt l'hormone pour faire face à un stress. C'est-à-dire? Parce que le cortisol est nécessaire quand tu es face à un stress. C'est normal de sécréter du cortisol. Tu sécrètes du cortisol en réponse. C'est pas le cortisol te fait stresser. Tu vois, c'est un petit peu la petite. C'est parce que tu as été stressé que tu as sécrété du cortisol. Oui. Du coup, quelle est sa fonction du coup? Alors, il a plein de fonctions, mais il est anti-inflammatoire par exemple. Il permet de produire de l'énergie. Par exemple, la néoglucogénèse, fabriquer des glucides fabriquer du glucose, excuse-moi, à partir d'autres sources. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes. Ça permet aussi de, ne serait-ce que te mettre en entrain le matin, te mettre en action le matin. Il y a besoin de cortisol. Ok. Donc en fait, dès que tu vas, imaginons, tu fais une séance, SV2 et au-dessus de SV2, ça va sécréter du cortisol. Alors SV2, pour les auditeurs qui n'ont pas les rêves, c'est une séance intense. Globalement, tu montes ton cardio dans ta zone rouge. Voilà. Si on simplifie, c'est comme ça. Donc là, typiquement, c'est un stress pour le corps. Donc, on va sécréter du cortisol. Si, par exemple, tu fais un bain froid, pareil, potentiellement. Tu vas être stressé. Ça va stresser. Ça sécrète du cortisol. Pareil avec le sauna. En gros, les températures extrêmes. L'hypoxie, pareil aussi. Et après, tu vas te retrouver avec la partie alimentation.
Si tu ne manges pas assez, imaginons, tu sautes le petit-déj régulièrement, tu fais du jeûne intermittent et tu t'entraînes 15-20 heures par semaine. Même 10 heures, ça suffirait, même peut-être 5 heures, en fonction du contexte. Du coup, eh ben, tu passes toute ta matinée avec des réserves énergétiques qui sont faibles. Et du coup, potentiellement, ça va sécréter du cortisol pour faire face à cette énergie qui est faible. Et ben, en fait, il va falloir que tu la fabriques un petit peu, cette énergie. Et le cortisol, il va, entre guillemets, servir un peu à ça. Voilà. Mais le problème, c'est que ce cortisol, il va aller impacter les hormones que j'ai évoquées avant. La fonction thyroïdienne, notamment. Parce que, comme tu soumets ton corps à un stress, si je reprends mon exemple de la voiture de tout à l'heure, eh ben, tu n'avais plus d'essence, tu roulais moins vite, mais imaginons, tu roules avec ta copine, vous vous engueulez, mais vraiment, vous vous engueulez. Eh ben, Ça n'arrive jamais. Ça Bon, arrive dans quel couple, ça? Je te le souhaite. Mais voilà, tu vas peut-être t'arrêter à la prochaine heure d'autoroute pour que vous engueuliez, ou sur la bande d'arrêt d'urgence si c'est vraiment la merde. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que pour le cerveau, c'est la même chose que tout à l'heure, j'ai plus d'essence. Et ben, s'il y a trop de stress, le cerveau fait pareil. Il va volontairement mettre le corps dans un système où il va rouler moins vite, entre guillemets. Ouais, Pour se protéger. il va forcer le ralentissement parce qu'il est plus capable de gérer la production de cortisol pour réguler tout ça. Alors, non, le cortisol, il arriverait à le gérer. Mais en fait, si tu continues à rouler à fond alors qu'il y a trop de stress, potentiellement, c'est un risque à long terme pour le corps. Lui, le corps, il veut juste il veut juste, le corps, essayer que tu restes en vie et en bonne santé. Ok. Donc, en fait, si il te laisse les hormones thyroïdiennes hautes, les hormones, la stéroïde qu'on avait avant, les oestrogènes, la testo, tout ça, alors que le contexte n'est pas favorable, c'est pas une bonne idée. Il faut d'abord que tu règles ton problème de stress. Le cerveau, il veut d'abord qu'on règle ça et ensuite on remet tout au vert. Si je devais, c'est un peu simpliste, mais c'est un peu comme ça. Ouais, non, mais c'est l'idée de comprendre un peu l'effet cascade qu'il y a sur les hormones, quoi. Et parce que le cortisol, globalement, si tu as les nutriments pour le fabriquer, tes glandes surrénales, elles font le boulot. Il n'y a pas de limite, entre guillemets. Alors, il y a forcément une limite physio au bout d'un moment, c'est pas nos limites. Mais c'est plus le fait que je sécrète du cortisol pour faire face à quelque chose. Mais du coup, le cerveau, si je devais simplifier un peu autre chose, un autre exemple, imaginons, tu as 2 groupes de discussion en parallèle. Un peu 2 groupes WhatsApp, si tu veux. Ouais. Tu as le groupe WhatsApp du stress et le groupe WhatsApp de ma fonction thyroïdienne. Le cerveau, il ne sait pas faire les deux en même temps. Il peut discuter que sur un groupe. Il va me discuter cortisol, il va faire ce qu'il faut pour que tu fasses face à ton stress, mais en face, il peut pas tout faire. Et c'est un mécanisme de protection, mais voilà, il va globalement abaisser la discussion à côté. Ok, donc ça veut dire que s'il produit du cortisol, il est moins concentré sur la production des autres hormones. Si je résume, encore une fois, dégrossi, c'est tu peux. En tout cas, il y a moins d'attention. Et pareil, à l'inverse, si le cortisol est bien et bas, il peut s'occuper comme il faut du reste des urgences. Oui. Du coup, c'est plus des urgences, je dirais. C'est ton mode de fonctionnement normal. Mais du coup, si tu as une urgence, si tu as une autre urgence, si tu as le voyant du moteur qui s'allume, tu peux gérer le problème du voyant moteur, mais c'est plus le problème du cortisol. Ouais. Par contre, si tu as le cortisol, tu gères pas le voyant de la voiture, tu gères d'abord le cortisol et après tu vas sur le voyant de la voiture. Les hormones de stress sont quand même plutôt prioritaires. C'est celles qui nous servaient à la survie? Oui, clairement. Ouais, ça vient de là, c'est pour ça que c'est géré en premier lieu, parce que d'abord il faut se mettre en sécurité et après on soigne. Si tu t'es fait arracher une jambe, d'abord tu te mets en sécurité et après on regarde la jambe, globalement. Ouais. Oui, c'est pas prioritaire, tu vois, mes hormones, là, ma testo, ça va pas être la priorité. Hein. S'il y a un danger, entre guillemets, c'est d'abord on règle ce problème. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a une autre hormone à introduire ou pas? Non, peut-être on peut. Alors, il y a l'insuline, mais je dirais elle est plutôt indirecte là. On n'a pas forcément besoin de rentrer dans ce niveau de détail, donc on peut passer à la suite, si tu veux. Bah écoute, on a déjà du coup nos protagonistes hormonaux.
Donc, si on résume, testo, œstro, progestérone, cortisol et l'hormone thyroïdienne. On est bon là-dessus. Ouais, les hormones thyroïdiennes, il y en a deux. Les hormones, il y en a plus. Désolé. Les hormones thyroïdiennes. Et il y a une différence du coup sur les cycles hommes et femmes, où plus complexe chez la femme et globalement de 28 jours pour résumer, mais ça dépend. Et chez l'homme, c'est 24 heures, un peu plus simple. Mais est-ce que c'est parce que c'est plus simple qu'il ne faut pas le prendre en compte ou que ça n'a aucun impact sur notre équilibre hormonal en tant que sportif d'endurance? J'imagine que la réponse est non. Ah bah, clairement, ouais. Clairement. C'est- Il y a on est- moins de problématiques chez les hommes, mais il y a quand même des problématiques. C'est- Et il y a aussi plus de tabous chez les hommes, donc les hommes en parlent moins. Mais et puis c'est peut-être un peu moins visible chez l'homme aussi, parce que typiquement, l'homme n'a pas de règles, pas de cycle. Donc du coup, forcément, c'est moins visible. Et du coup, il faut c'est- plus s'écouter. On reviendra peut-être sur cette partie-là après, mais voilà. Et du coup, alors, quand on fait des sports d'endurance, on soumet le corps à un stress. Tu as parlé de la SV2 quand on fait du travail intensif. Comment est-ce qu'on joue avec toutes ces hormones dans le sport d'endurance, et comment est-ce que le corps, de fonctionnement normal en tout cas de base, avant de rentrer dans les différents problèmes qu'il peut y avoir sur les sportifs d'endurance, comment est-ce que ça joue, et du coup, est-ce que c'est le cortisol qui va, comme on a dit, qui dominait un petit peu le truc, et que quand on fait du sport, c'est le cortisol qui est sécrété? Est-ce que ça a un impact du coup? Quel est l'impact du sport d'endurance sur cette sécrétion-là? Alors, je dirais que c'est une histoire de un instant T, tu vas sécréter certaines hormones. Effectivement, tu as parlé, tu fais une séance d'intensité, tu vas sécréter du cortisol. Mais après, il faut savoir faire redescendre ce cortisol. Typiquement. Donc, c'est-à-dire qu'après, j'ai fini ma séance, je rentre chez moi, je vais faire mon repas. Et normalement, si le repas il est correct en termes de quantité, eh ben, j'ai pas de problème, mon cortisol va redescendre. Alors, il va redescendre, mais après, il faut pas. Question con et très basique, mais par exemple, moi je suis plutôt du type gros mangeur, mais en micronutrition, je suis pas forcément client dessus. Je suis plutôt sur m'éclater une bonne raclette, une bonne tartiflette. Il y a de la patate en quantité, du fromage en quantité, peut-être même un verre d'alcool si on peut aborder le sujet, un petit verre de rouge avec, ça fait toujours plaisir. Alors c'est pas en rentrant de chaque séance, etc. On est bien d'accord. Mais je suis pas là à regarder si j'ai les oméga 3, les oméga 6, si j'ai bien pris mes légumes, etc. À voir, il n'y a pas forcément nécessairement tout le temps les légumes. Comment est-ce que du coup tu sais que tu as bien… Est-ce que ça fait redescendre aussi le cortisol, et comment est-ce que tu sais que ta nutrition fait bien redescendre le cortisol derrière? Alors, Beaucoup là, de sujets. ouais, il y a beaucoup de points. Alors, je vais revenir à ce que je te disais au début. Tu as le cerveau qui décide, et tu as comment je fabrique mes hormones. Donc, du coup, si je simplifie, manger assez, là, comme tu m'as donné en exemple, eh ben, le cerveau va être content. C'est-à-dire que globalement, il se dit, OK, il a mangé assez. Mais par contre, apporter les macros. Voilà, tu as apporté les macronutriments. Mais par contre, tu n'as pas forcément apporté les micros. Et ça peut avoir un impact sur ma synthèse. Comment est-ce que je fabrique mes hormones? Okay, mais là, du coup, la question, c'était redescendre le cortisol. Donc, potentiellement, effectivement, ça va me faire redescendre mes hormones de stress. Tu as mangé, tu as même pris un truc un peu plaisir. Voilà, le cerveau est content, tout le monde est content. Et ton cortisol, globalement, est redescendu. Mais après, c'est là où tu as tous les aspects un peu de stress chronique. Donc, stress chronique, on a tout ce qui est plutôt psycho. Donc, ça peut être des traumas qu'on a pour diverses raisons, décès ou des traumas de la petite enfance. Ça va être un stress au boulot, son conjoint. Voilà. Ça, globalement, souvent, c'est facile à percevoir. Facile entre guillemets, hein. Les traumas, pas forcément. Donc, globalement, si on a plein de stress comme ça dans sa vie, ben, il y a quand même potentiellement des choses à creuser. Et après, tu as tous les stress physio. Donc, on a dit la séance d'intensité, c'est un stress physio. Pas manger assez, c'est un stress physio. Le froid, le chaud, l'hypoxie. On en a parlé tout à l'heure. L'alcool aussi, on peut le mettre dedans. Ouais, tu peux le mettre dedans si tu veux. Et du coup, en fait, si tu répètes trop souvent ces stress, tu as fait ta séance de SV2 là, d'intensité. Si derrière,
le reste de ta journée est cool, tu as bien mangé, ton cortisol il redescend, il y a zéro problème. Okay. Par contre, si tu renchaînes sur un bain froid, une réunion compliquée avec tes collègues, t'as pas mangé assez, etc., tu rentres à la maison, tu t'engueules avec ta femme, désolé, mais je prends toujours le même exemple. Avec ton mari, allez, on aime pas trop les deux mecs, mais voilà. ça peut être avec ton mari. Ça peut être l'inverse, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, du coup, à la fin de la journée, ça fait quand même beaucoup de stress. Si tu répètes ça tout le temps, tous les jours, ou presque, ou plusieurs fois par semaine, bah, globalement, ça peut déséquilibrer un petit peu mon mécanisme. Et après, eh ben, ça, c'est une partie de l'équation, mon cortisol. Mais après, mes hormones thyroïdiennes, elles sont sécrétées à certains moments de la journée. Ma testo chez l'homme, elle est sécrétée à certains moments de la journée sur 24 heures, comme on a dit. Et chez la femme, on a plutôt un cycle qui est sur un petit mois. Donc, c'est là où, voilà, je dirais que j'ai pas vraiment de réponse à la question. J'ai une réponse sur la partie cortisol, mais après, ça va surtout être contextuel, globalement. C'est-à-dire que le cerveau, tu fais ça, quoi. Ouais, le cerveau, si le contexte est bon, tu vois, t'as fait ta séance, derrière tout est ok, et ben, mes sécrétions hormonales, elles sont très bien. Si par contre, il manque des choses, soit le cerveau voudra pas, et dans ce cas-là, il va y avoir des perturbations dans la synthèse, soit en trop, soit en pas assez. Soit j'ai des carences qui font que derrière, j'arrive pas à synthétiser mes hormones. Ok. Et du coup, ça, en tant que sportif d'endurance, tu as donc cette gestion des différentes hormones. Tu le soumets à du stress et du coup au cortisol qu'il faut réguler et baisser pour pouvoir gérer tout le système hormonal derrière. Comment est-ce que moi, en tant que sportif d'endurance, je me dis, tiens, là, ça va pas, ou je commence à me poser la question et à tiquer de peut-être qu'en ce moment, il y a trop de stress, ou peut-être que là, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Et il faudrait, comment est-ce qu'on le perçoit? Est-ce qu'il y a une manière de le percevoir, ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance et tu te dis, bah là, si, toi, tu dois être, toi, tu l'es, toi, tu l'es pas? Bah, si, globalement, tu peux. Alors, il faut quand même bien s'écouter. Dans la culture du no pain, no gain, dans le sport, c'est pas forcément évident. Bah, justement, qu'est-ce que tu entends par s'écouter? Quels sont les symptômes, entre guillemets, qui peuvent en découler? Alors, déjà, il y a des choses très simples. On a parlé des problématiques hormonales chez la femme tout à l'heure, de ses cycles. L'aménorrhée, déjà, là, il y a gros warning, clairement. Et ça, c'est simple à comprendre et à voir. On le dira jamais assez, c'est pas normal de pas avoir ces règles clairement. Ou que le cycle soit chamboulé quand on pratique un sport endurance ou autre d'ailleurs. Oui, clairement. Clairement, même si, alors maintenant, ça de plus en plus, on a moins le souffle, les langues se délient un peu, mais il y a encore, parfois, je peux entendre, alors plutôt chez des ados encore, où ben, c'est normal, on me dit c'est normal je fais du sport, j'ai pas mes règles. Non, c'est pas normal du tout. Ouais, et il n'y a pas, c'est pas qu'une question d'améliorer. C'est une question aussi de durée de cycle et de régularité. J'ai dit tout à l'heure, le cycle physio chez la femme, c'est 21-35 jours. Si on commence à avoir des cycles de 40, 45 jours, 50 jours, il y a un problème aussi. Okay, ouais. Quand il y a des gros symptômes prémenstruels, donc la semaine avant des règles, quand il y a des gros symptômes, ou même pendant les règles, s'il y a des grosses douleurs de règles, potentiellement, il faut creuser la question. Alors, en se mettant dans le contexte que ça dépend aussi de leurs symptômes normaux, entre guillemets, parce qu'elles se connaissent et il y a un truc de si elles savent qu'elles ont mal à 2 sur 10, une douleur à 5 sur 10 va être anormale, mais si elles ont l'habitude, entre guillemets, d'avoir des douleurs à 6 sur 10, la panique va venir à 8 sur 10. Ouais, alors le problème, c'est qu'effectivement, c'est une bonne remarque que tu fais là, mais normalement, une femme ne doit pas avoir de SPM et ne doit pas avoir de douleur de règles. Alors, ok, donc ça, c'est déjà qu'il y a c'est ancré qu'il y a un problème hormonal si tu as des SPM, même des petits. Clairement, il y a un déséquilibre. Ah bah okay. Oui, il y a un déséquilibre entre les œstrogènes et ma progestérone. Ok, bah tu vois, moi je pensais que c'était normal, entre guillemets, que ça faisait partie du changement de cycle et de cette étape, entre guillemets, qu'il y avait une douleur normale, je mets des guillemets à ça, mais qu'il y avait une espèce de douleur normale et que ça variait juste d'une femme à l'autre de façon aléatoire. Ça, c'est ce qu'on croit souvent. Non, ouais, ça c'est ce qu'on croit souvent, mais en fait, non. Et ça, je pourrais le dire 25 fois, non. Ouais, une femme, elle doit normalement, si tout est bien équilibré, il n'y a pas de douleur de règles. Alors, à l'adolescence, forcément, l'équilibre, il est encore un peu précaire. Donc, souvent, il y a des femmes qui vont avoir des demoiselles qui vont avoir des règles plus abondantes, un peu douloureuses. Et quand on approche de la ménopause, pareil, ça se dérègle un peu dans l'autre sens. Et donc, du coup, là aussi, ça perturbe un peu. Mais dans la vie, entre ces deux périodes un peu aux opposés, une femme, elle ne doit pas avoir de syndrome prémenstruel vraiment marqué et pas de douleur particulière. Sinon, bah là, typiquement, ça peut
allumer des voyants, effectivement. Et comme je disais, il y a la régularité des cycles. Typiquement, ça m'arrive très souvent, ah bah là, je prépare une course, tu vois, tu fais un bloc d'entraînement de 3 mois, et puis là, dans ce coup, tes cycles disparaissent. Et après, tu réduis, et puis les cycles réapparaissent. Bah, là, rien qu'en disant ça, en fait, tu comprends que le cerveau, pendant 3 mois, il y avait un problème. Du coup, les cycles, il les a fait sauter. Voilà. Et donc, il faut comprendre pourquoi ils ont été enlevés, ces cycles. Ok. Ça, c'est pour du coup, les femmes et leur cycle, qui est entre guillemets visible et très tangible sur l'aspect contrôle. Tous les mois, tu as une partie. Il ne faut juste pas faire l'autruche. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres signes? Alors, chez l'homme, peut-être, du coup, chez l'homme, tu vas surtout avoir des problématiques de baisse de libido et d'érection. Tu vois, tu vas avoir des érections qui, le matin ou la nuit, on a des érections spontanées, normalement, régulièrement, voire même tous les jours, quand on se lève, ou la nuit. Quand ça disparaît, il faut quand même se poser quelques questions. Ou quand on n'a plus de libido, voilà, ça peut arriver, gros bloc d'entraînement, 2-3 semaines, la libido, il y en a un peu moins, ok, mais à surveiller. Normalement, ça doit revenir. En tout cas, ça ne doit pas devenir que ça soit tout le temps récurrent, cette problématique-là. Ok. En rebondissant sur l'aspect libido et justement érection ou envie, en tout cas libido pur, on a remarqué avec des potes post-ultra trail, là où on se dirait, bon, on a fait 20-30 heures dans la montagne ou 40 heures dans la montagne, il y a une espèce de désir accru dans les 24-48 heures qui suivent la course. Je ne sais pas s'il y a une explication hormonale, si c'est normal ou pas, mais on a remarqué que post-ultra trail, il y avait un espèce de ressort hormonal, ou en tout cas, alors qu'on pourrait se dire, on est flingué de partout, on n'a plus d'ongles, on n'a plus des ampoules, on est explosé. D'où est-ce qu'on pense à ça et on a envie de ça? J'ai pas eu forcément trop ce retour. Alors, est-ce que c'est aussi le petit regain où tu remanges beaucoup derrière pendant 24-48 heures? Ouais, on est du genre à se péter le vide. Donc ça peut, mais j'ai pas eu tant de retours dans ce sens. Ok, c'est juste nous qui avons un problème. Très bien. C'est peut-être toi ou avec tes potes, je sais pas ce que vous faites, mais j'ai pas eu tant dans ce sens-là. Non, mais c'était pour avoir une réponse hormonale dessus, parce que ça nous intrigue et qu'on s'en est rendu compte et qu'on est en mode c'est quand même chelou, c'est pas un moment où normalement c'est pas une priorité dans ta vie à ce moment-là. Ouais, clairement. Du coup, c'était marrant, mais ok, pas forcément d'explication hormonale. Non, il n'y a pas sur le plan hormonal, parce que la testo, elle ne remonte pas aussi rapidement. Donc, il n'y a pas un petit rebond d'espèce d'effet de survie post-nuit blanche Non, clairement pas. Ok, très bien, j'ai ma réponse. On creusera sur d'autres sujets, notamment la quantité qu'on bouffe qui est astronomique. Est-ce qu'il y a d'autres, hormis la libido et les troubles d'érection, du coup, est-ce que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il y a d'autres trucs? Ouais. En fait, tout à l'heure, j'ai donné un petit bout de la réponse parce qu'on a parlé de l'humeur globalement. En fait, ça va être perturbé. Vu que la partie hormonale, elle est basse et qu'elle impacte cette partie-là, forcément, saute d'humeur, irritabilité, la mémoire, la concentration, toutes ces petites choses-là, ça peut quand même alerter. Il y a, après, tout ce qui est lié, du coup, plutôt à la partie sportive. C'est-à-dire récupération et bobo. Pareil, on a parlé tout à l'heure collagène. Donc, j'ai régulièrement des kinés qui me contactent parce que ils ont des sportifs ou des sportives qui font le protocole comme ils font à tout le monde, mais ça marche pas. Ok. La blessure, ou même il y a plein de blessures. Globalement, il y a plein de petits bobos un peu partout. Entre guillemets, ça couine un peu partout. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. On peut se poser la question de est-ce que sur le plan hormonal, il n'y a pas une problématique? Voilà. Ou sur le plan mental aussi, ça peut être sur un trauma. On l'oublie pas, il est toujours là, mais c'est pas forcément le sujet. Du coup, il y a un truc clairement parce que Vas-y. Ouais, vas-y. Parce que tout à l'heure on a parlé dopamine. Dopamine, globalement, on a les hormones sont importantes sur cette partie de synthèse de dopamine. Ouais. Ou les récepteurs à la dopamine. Donc effectivement, quand les hormones baissent, potentiellement, on va avoir moins de dopamine et peut-être moins envie d'aller s'entraîner, des choses comme ça, ou sinon, ça va être, je reste dans mon no pain, no gain à l'entraînement. Par contre, tous mes à côté dans ma vie, ça m'arrive régulièrement de voir des athlètes qui ont plus envie, tu vois, leur boulot, ça me fait chier, tous les fait chier, excusez-moi la grossièreté.
Mais par contre, ils veulent toujours aller s'entraîner. C'est le seul truc qu'ils ont bien envie de faire. Par contre, tout le reste à côté est problématique. Ouais, tout prend l'eau, mais c'est un peu la dernière bouée de sauvetage à laquelle on se raccroche in extremis. Ouais, Quoi. exactement. Alors que pourtant, c'est un peu le cercle vicieux parce qu'en fait, la bouée de Oui, sauvetage, elle ne te sauve pas. Bah ouais, tu vois, effectivement. Ouais. Mais tu as même souvent tendance à forcer 2 fois plus à l'entraînement quand ça va pas à côté, ce qui est du coup un mauvais réflexe. Il faudrait plutôt calmer l'entraînement à ce moment-là que l'augmenter. Moi, tu as dit un truc là, ça me fait tilt. Tu as dit que le cortisol était anti-inflammatoire, avait des vertus anti-inflammatoires dans la production et qu'on en produisait quand on faisait de l'entraînement à haute intensité. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que on a quand même des inflammations qui se déclenchent et qu'on est du coup en tant que sportif d'endurance plus sujet aux inflammations alors qu'on sécrète plus de cortisol dû à l'entraînement? Ouais, mais le cortisol, tu le sécrètes que si tu le gères bien, comme on a dit tout à l'heure. Tu le sécrètes pendant ta séance potentiellement, et pas toutes les séances, juste des séances d'intensité. Et après, il y a des variations de cortisol normales dans la journée. Donc en fait, une fois que ton cortisol est redescendu, il n'a pas de vertu anti-inflammatoire particulière. Et c'est là que tu as mal et que l'inflammation du coup prend et se propage. Ouais, mais du coup, là les petits bobos, beaucoup de bobos que tu peux avoir, elles sont pas forcément liées à une inflammation un peu globale. Elles vont plutôt être liées à, du coup, une inflammation locale parce que j'ai des problématiques de carence X ou Y, ou après ça peut être mécanique, bien évidemment. C'est pas qu'une question de nutrition, heureusement. Oui, il n'y a pas que ça, on est sur un des piliers parmi tout un tas de piliers qui vous soutiennent. Dans la voiture, c'est pas parce que vous avez la bougie qui saute que vous pouvez plus rouler à 160 sur l'autoroute. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut le faire? Pas forcément. C'est pas l'idéal. T'as pas abordé le sommeil. Est-ce que si on a des insomnies ou des galères à s'endormir ou à se réveiller, qu'on se réveille le matin même en ayant dormi 9 ou 10 heures, il y a des moments, moi, sur la période de charge là, de l'Ironman, il y a des moments où je me réveillais, j'étais quand même flingué malgré le fait que je dorme 9h30, 10h. Je me réveillais, j'étais explosé, quoi. Même après 8 cafés, je restais fatigué, quoi. Ouais, clairement, ne serait-ce qu'on en revient à ma petite histoire de sérotonine, qui devient de la mélatonine. Mélatonine, c'est inducteur du sommeil. Okay, et j'ai quelque chose qui va à l'opposé de la mélatonine, je te le donne en mille, c'est le cortisol. Du coup, ils sont antagonistes l'un l'autre. Mélatonine, cortisol. Donc, s'il y a trop de cortisol, en fin de journée, par exemple, le classique, tu te fais une séance de VMA à 20h, pour aller dormir à 21h30 ou 22h, c'est compliqué, hein, globalement. Ne faites pas vos séances d'intensité tard le soir. Ça, voilà. Si vous pouvez, tout le monde ne peut pas. Oui, mais même si tu fais une course, tu vois, tu te fais ton triathlon et tu finis la course à 16h. Globalement, pour dormir le soir, c'est un peu compliqué. Hein. Déjà, tu refais la course 25 fois dans ta tête. Mais sur le plan hormonal, il y a des hormones de stress au plafond et ta mélatonine, il n'y en a pas assez. Et du coup, problème. Donc ça, c'est pour l'endormissement. Mais après, quand la nuit avance, j'ai toujours ce potentiellement déséquilibre. Si le cortisol, il reste toujours un peu haut la nuit et que j'ai pas assez de mélatonine, je vais avoir des petits réveils à 3, 4, 5 heures du mat, un peu agités. Parfois, tu te rendors pas. Et ça, c'est un grand classique. Un grand classique. Ok, et ça, donc globalement, une fois qu'on a détecté ça, on a un trouble du sommeil, on a globalement des difficultés à récupérer, baisse de libido, d'érection ou de troubles de cycle. On l'a détecté, on est athlète d'endurance, on sait qu'on pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme levier d'action? À part t'appeler, parce qu'il y a aussi t'appeler et aller bosser avec toi. Je vous mets d'ailleurs tous tes liens dans la bio en dessous de l'épisode. Si vous voulez aller voir, jeter un coup d'œil ou discuter avec toi sur Insta. Faut pas que vous hésitiez. Mais comment est-ce que tu peux gérer cette partie-là et quels éléments tu vas chez… Enfin, moi, honnêtement, je te dirais, je vais chez le médecin généraliste. Il va me faire 3 flexions, il va me prendre une tension et il va me dire bon, ça va globalement. Ouais. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors, en fait, c'est une petite enquête. C'est là où il faut un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Je rappelle, il y a mon cerveau et ma synthèse hormonale. Du coup, là, mon cerveau, déjà, il faut se poser la question. On a parlé de stress plein de fois, mon stress chronique. On a dit le stress physio et le stress psycho. Donc là, déjà, si on se fait un petit check-up, on fait une petite liste là sur le stress, qu'est-ce qui va pas. Ok, déjà, on a une partie de l'équation. Ensuite, j'ai mes macronutriments. Est-ce que je mange assez? Assez de glucides, assez de protéines, assez de lipides. Ok, là, je fais mes petits checks. Ok, c'est bon, c'est pas bon. Là, parfois, ça peut être un peu compliqué de s'auto-évaluer, hein, clairement, parce que
c'est quand même pas simple, quelqu'un de se dire je m'entraîne 10 heures, il faut que je mange ça. Bon, fin de la parenthèse. On pourra peut-être y revenir après. C'est dur à estimer. Ouais, clairement. Et ensuite, donc ça, c'est mon cerveau. Okay, et après, on a dit, il y a ma synthèse hormonale. Donc, j'en reviens à tous mes micronutriments. Alors là, globalement, je ne vais pas toutes les lister parce que sinon, on fait 8 heures, comme tu disais tout à l'heure, podcast. Mais là, s'il y a les carences, typiquement, et puis après, c'est tout un peu imbriqué. Ouais, on a parlé, par exemple, de progestérone. La progestérone, elle a un impact très important sur le sommeil via le GABA. Globalement, une femme qui mange de progestérone avant ses règles, en SPM, il y en a plein qui vont avoir des troubles du sommeil, par exemple. Donc là, c'est là où c'est une vraie enquête, parce qu'en fait, d'où vient le problème? Est-ce que je manque de progestérone? Et pourquoi je manque de progestérone? Et là, il y a plein de raisons possibles. Est-ce que c'est parce que j'ai fait ma séance d'intensité le soir et du coup, je dors pas bien derrière? Est-ce qu'il y a trop de stress? Est-ce que je mange pas assez? Est-ce que j'ai une carence X, Y ou Z qui fait que ma synthèse de sérotonine, qui devient de la mélatonine, elle n'est pas OK? Tu vois que là, globalement, je peux pas te répondre à la question. Ouais, mais ce travail d'enquête, on peut pas le faire sans cette connaissance, parce que par exemple, le gamma, on tu a peux faire aucune la idée. première partie. Oui, tu peux savoir si tu as des troubles de sommeil, si tu as des troubles hormonaux, tu peux le détecter en amont, mais ensuite, tu peux pas savoir d'où est-ce que ça vient. Toi, nous, ce travail-là, toi, tu peux le faire parce que tu as la connaissance et que c'est ton boulot. Nous, on peut pas le faire. Tu peux quand même faire, tu vois, le stress, par exemple. Globalement, tu peux quand même l'évaluer. Après, si tu sens qu'il y a vraiment des problématiques de stress dans ta vie, psychologue, prep mental, il y a des choses à faire. Et là, tu vois, c'est même pas mon job, pour le coup. Ouais. Après, est-ce que je mange assez? Globalement, là, tu peux quand même déjà te poser quelques petites questions. Un peu tout seul. Il y a quand même maintenant plein d'infos disponibles gratos sur le sujet, plein de podcasts. Voilà, tu peux quand même te poser quelques questions, même si pas simple à évaluer. Ne serait-ce qu'avec ces 2 points, tu as déjà fait la moitié du boulot. Ok. Après, il reste l'autre moitié où effectivement, l'autre moitié, elle est quand même plus compliquée parce que tout est interimbriqué. Et là, c'est pas parce que je veux pas donner de réponse. Hein. C'est pas pour pas en donner. C'est que, en gros, non, c'est que sinon, on fait un podcast de 10 heures, on perd tout le monde et tu utilises des termes qu'on piche plus, quoi. Exactement. Mais ok, du coup, on a ça. Est-ce que faire une prise de sang, ça peut être un premier step? Et qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'on avait discuté en off. Il y a des choses à regarder, ou en tout cas, quand on va faire une prise de sang, de temps en temps, on dit qu'il y a des problèmes ou qu'il n'y a pas de problème, alors que quand on dit qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème, généralement parce qu'on est sportif d'endurance, ou quand on dit il n'y a pas de problème, généralement, on n'a pas regardé les bons marqueurs ou les bonnes choses. Sur quoi est-ce qu'on essaye de mettre son focus et qu'est-ce qu'on demande quand on va faire une prise de sang pour être sûr? Est-ce qu'il n'y a que la prise de sang pour être sûr de suivre ça, quitte à après aller voir un spécialiste dedans et ouvrir la discussion ou la recherche? Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Alors, déjà, effectivement, toi, tu as parlé juste avant de je vais voir le médecin et puis il va me faire 3 flexions. Tu as dit ça un peu en rigolant. Mais ça reste déjà la première étape. Dans tous les cas, la première étape, c'est le médecin. Parce que il n'est jamais à l'abri d'une problématique médicale. Okay, plus complexe, plus ancré. Ça, c'est pas mon boulot. Clairement pas. Ouais. Typiquement, allez, je vais donner un exemple, mais un anédome hypophysaire qui va avoir un impact sur la partie hormonale, ça, il faut faire un IRM et c'est le boulot de l'endocrino de s'en occuper. Donc là, toujours la première chose à faire, c'est ça. Ensuite, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est dans le cas où c'est pas médical. Parce que on a évoqué plein de raisons tout à l'heure, de ne pas manger assez, de stress et de carence, qui vont avoir un impact sur ma partie hormonale. Et ça, si je reviens à ma voiture, potentiellement, la voiture, elle roule. Le moteur, il n'est pas cassé. C'est juste que soit il me manque une petite pièce qui fait que ça marchote. Imaginons la carence d'iode pour la thyroïde, par exemple, ou une carence de fer, qui est très courant chez la sportive. Et ça, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, là, il y a plusieurs choses à faire en parallèle, globalement. Donc, déjà, avec un journal alimentaire sur quelques jours, déjà, on peut se dire, est-ce que l'athlète mange assez ou pas? Et ça, vous pouvez le faire déjà de votre côté. Typiquement, vous prenez peut-être une application
peu importe le nom, on s'en fout. Vous notez vos repas sur 2-3 jours. Alors, il faudra peser, forcément. Vous faites une petite synchro avec votre Garmin, votre Strava, si vous avez ça. Et puis, hop, vous allez vite voir s'il en manque beaucoup ou pas. Ok. Si je peux donner, allez, quelques petits chiffres peut-être pour aider. En gros, les glucides, ça doit représenter 45% des apports. Ok. Les protéines, une quinzaine de pourcents, et le reste en lipides. Ok. Donc, voilà. Souvent, il y en a qui vont avoir, les femmes ont tendance à pas manger suffisamment de glucides. Donc, tu vois, peut-être s'assurer déjà à être au moins 40%. Et puis, pas de déficit aussi global, hein, bien évidemment. Là, j'ai donné des répartitions de macros, protéines, glucides, lipides, mais il y a aussi est-ce que mon total calorique est OK? C'est important. C'est 2 infos différentes. Et c'est 2 infos différentes, mais elles vont ensemble. Si vous avez le total calorique, mais qu'il n'y a pas assez de glucides, vous aurez un problème. Si vous avez le total de glucides, mais qu'il manque des protéines ou des lipides, vous aurez un problème aussi. Donc, il faut bien prendre l'équation dans sa globalité. Ouais. Donc voilà, là j'ai mon petit cahier alimentaire. Donc là, il y a déjà un début de réponse. Ensuite, il y a un peu toutes les questions qu'on a pu se poser tout à l'heure. Tu vois, les petits déséquilibres sur l'aménorrhée, les cycles, les douleurs, les troubles de l'érection chez l'homme, toute la problématique humeur, anxiété, dépression, la récupération, les bobos. Voilà. Là, pareil, on peut se faire un petit check et se dire c'est OK, c'est pas OK. Et ça donne déjà des petits éléments de réponse. Et ensuite, il me reste effectivement la biologie. Donc, prise de sang. Parfois, ça peut être urinaire, parfois, ça peut être salivaire. Bon, on va dire biologie dans son ensemble. La biologie, en gros, elle te sert à valider, confirmer l'hypothèse. Normalement, avec la première partie, c'est-à-dire le carnet alimentaire et les questions, tu es globalement, quand tu maîtrises le sujet, globalement, tu peux comprendre où sont les déséquilibres juste avec la clinique. La clinique, c'est les symptômes, en gros. Okay. Et après, ça te permet de te dire, allez, imaginons la personne a des symptômes d'hypothyroïdie, de la frilosité, par exemple. Frilosité aux extrémités, c'est un grand classique. Je fais un bilan thyroïdien et je vois ce qui se passe. D'où vient le problème exactement. Okay. Et c'est un peu la même chose sur tout le reste, typiquement, sur la partie hormonale. Et après, il y a toutes les carences, globalement. Parce que même si tu as un trame alimentaire insomnie sur quelques jours, il y a certaines carences, je pense au zinc par exemple, vitamine du groupe B, etc. Là, globalement, même le fer, il va quand même y avoir des petites différences d'absorption entre les gens. Donc là, je conseille quand même globalement de faire une bio pour objectiver. Ça, tu vois, il y a quelques pistes au niveau questionnaire. Tu peux savoir, tu peux te douter qu'il y a un problème de zinc, mais dans la majorité des cas, il faut quand même confirmer. Et ça, c'est plus une question de santé sur le long terme. Certains petits marqueurs comme ça. Et après, il y a un autre point important que tu as évoqué. C'est parfois le médecin va vous dire votre bilan est très bien, il n'y a pas de problème. Ok. Alors là, il y a 2 manières de voir les choses. Déjà, est-ce que le bilan était complet? Ça, c'est le premier point. Parce que un bilan de classique, entre guillemets, du médecin, et là, c'est pas une critique que je fais, bien évidemment, c'est souvent la fonction cardiaque, la fonction rénale, etc. Bon. Et des petites choses de base, l'inflammation, le foie. Et, ok, mais ils vont faire le même bilan entre une personne sédentaire et un sportif. Et même un sportif pro qui s'entraîne 25 heures potentiellement. Ouais. Et c'est là où il y a un souci, parce qu'en fait, sur le plan physio, le sportif, il a besoin d'avoir des choses bien plus précises. Ne serait-ce que pour sa pratique, mais aussi pour sa santé, sur le long terme. Donc, le bilan, il faut qu'il soit vraiment complet. Et c'est là où ça peut être un peu compliqué. Et là, allez, vas-y. Les 5 minutes compliquées de l'épisode où on se permet une complexité. Ouais, mais parce que, en fait, je vais pas forcément faire de liste, mais là, en gros, c'est soit le médecin du sport maîtrise le sujet, il y en a qui maîtrisent très bien le sujet, et dans ce cas-là, il va vous faire tout ce qui va bien. Soit, sinon, il faut se faire accompagner sur la partie micronutrition hormonale pour que du coup,
en fonction du contexte, eh ben, on oriente une prise de sang. Typiquement, si tu n'as pas de problème, là, sur le plan hormonal, en te posant quelques questions, on ne va pas creuser le point, ça ne sert à rien. Il y a peut-être d'autres choses à creuser si je te pose quelques questions. Et dans ce cas-là, on va s'orienter là-dessus. Et c'est là où c'est important pour ne pas faire une prise de sang à 500 balles et orienter vraiment sur ce qu'on a besoin. Ouais. Mais après, il ne faut pas se laisser entendre. Par contre, ça, c'est l'autre point. C'est, OK, qu'est-ce que j'ai dans ma prise de sang? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle n'est pas complète? Et après, il y a un autre point, c'est quand on a des symptômes. Typiquement, des cycles un peu longs, tous les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure. On ne peut pas dire à un athlète, c'est normal, fais trop de sport, arrêtez le sport, ça ira bien, des petites choses comme ça, où il n'y a rien à votre prise de sang. Globalement, et là, c'est pas de la provoque de ma part, j'ai encore jamais vu une personne qui avait des problèmes où il n'y avait rien à la prise de sang. À la bio, globalement. Il y a systématiquement quelque chose. Oui, c'est soit il y avait la prise de sang était incomplète, pour ce que j'ai dit juste avant, soit c'est une histoire de normes, globalement, de normes labo qui ne sont pas forcément très bien ajustées. Parfois, vous avez une norme labo, allez, je ne vais pas donner de valeur, mais entre A et B, okay, vous êtes proche de A, vous allez dans le labo d'à côté, vous serez peut-être hors norme. Et pourtant, vous êtes la même personne. Donc, c'est là où il faut prendre un peu de recul. Même entre labos, il n'y a pas une norme européenne ou française qui aligne tous les labos sur les normes? Non. Il y a une norme dans le labo Toto. Le labo Toto, ils vont tous avoir les normes thyroïdiennes comme ça. Mais tu vas dans le labo d'à côté qui est le labo Titi, il n'aura pas la même norme. Donc, des fois, tu peux être dans la norme d'un côté et pas dans la norme de l'autre. Ok, ça c'est déjà... Ouais, c'est déjà hyper... Enfin, moi, je n'avais aucune idée, par exemple, et ça pose plein de problèmes, parce que Donc, tu conseillerais de doubler la prise de sang? Faire 2 labos différents? Non, clairement pas. Non. Là, c'est juste que, du coup, il faut prendre du recul. Et après, avec l'habitude, en fait, les normes labo, tu les regardes même plus. C'est la valeur qui t'intéresse en tant que telle. Mais surtout, c'est la clinique de la personne. Si tu me dis, j'ai des troubles hormonaux, tu vois, tu as des symptômes de manque de testo, que ta prise de sang, elle revient avec une testo un peu basse, mais qui est dans la norme. Là, ça veut dire que pour ton cas perso, la norme du labo, c'est pour une population globale. Ton cas perso, en fait, peut-être que toi, tu as besoin d'une testo un peu plus haute. Oui, et puis le cas global prend pas en compte le fait que tu fasses de l'endurance, par exemple. Ça c'est pas pris en compte du tout par les labos. Oui. Ouais. Et parfois, tu as même une même norme labo entre un homme et une femme. Tu comprends bien que sur le plan hormonal, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Ouais. Forcément, donc, comme on a discuté avant, Et du coup, au niveau levier, une fois qu'on a recherché tout ça et qu'on a, on a poussé avec des experts qui s'y connaissent les prises de sang en recherchant du coup les normes pour nous dans notre pratique dessus, parce que je comprends que tu puisses pas donner de valeurs ou d'éléments parce que c'est trop complexe, c'est trop poussé, que ça dépend trop des personnes, mais qu'en gros, on a quand même un problème et on va voir un spécialiste, on fait une prise de sang. Concrètement, si on reste très global pour redézoomer un peu, c'est quoi les problèmes les plus récurrents? Parce qu'on retombe souvent sur des mêmes problématiques. Enfin, je ne sais pas si tu as ce scope-là, vu que tu as accompagné énormément d'athlètes d'endurance. Moi, j'ai quand même l'impression de mon œil de coach, qui n'est pas dans ce domaine-là, mais qu'on a souvent, malgré tout, des grandes trames qui reviennent. Et que c'est souvent, je t'en prends une par exemple là, qui me vient en tête, c'est je fais de l'endurance pour maigrir, je mange plus et je fais de l'endurance. Et du coup, on réduit la quantité de macros en espérant maigrir. Et en fait, on fait double effet qui se coule. Soit on tombe dans un TCA RED-S derrière, on est dénutri. Soit à l'inverse, le corps se met à surstocker et on se met à prendre du poids sans comprendre pourquoi, alors qu'on a fait sauter 1 ou 2 repas dans la journée. Donc, tu aurais quoi comme grand rôle ou comme grand conseil, entre guillemets, de quand même, si tu fais de l'endurance, que tu as tes micros, tu as tes macros, voilà les quantités à peu près. Hein, après, c'est évidemment du au cas par cas. Est-ce que tu serais capable de faire ça ou pas? Oui, globalement, les causes, c'est... Allez, les 3/4 du temps, c'est les mêmes. Et c'est des et ou. Donc là, tu as bien évidemment parlé du déficit en macronutriments. Ça, il y en a quand même beaucoup.
Ok. Je dirais que c'est quand même souvent le problème de base. Ok. L'essence dans ma voiture. Ok. Après, l'autre grand problème, ça reste le stress chronique. Et comme on a dit, le stress chronique, c'est pas manger assez, qui était le point juste avant, c'est un stress chronique. Mais après, il y a tous les autres stress chroniques qu'on a évoqués tout au long de l'épisode. Le boulot, etc. etc. Le froid, le chaud. Ensuite, il y a les carences micronutriments. Et c'est là où, sans biologie, globalement, compliqué de s'en rendre compte. Le triptyque, il est là, en gros. Ok, c'est les Les trois gros carences, piliers. ouais, c'est vraiment les 3 gros piliers sur lesquels il faut bosser. Après, tu vas avoir des petites choses plus, on va dire, entre guillemets, rares, c'est peut-être pas le bon terme, mais où tu as des déséquilibres qui sont pour d'autres raisons. Ouais. Globalement, des déséquilibres hormonaux, hein, j'entends, parce qu'il y a forcément une problématique génétique, enfin une problématique, tes gènes vont forcément avoir un impact sur la partie hormonale. Donc ça, tu ne le maîtrises pas. Tu peux un petit peu moduler avec de l'épigénétique, des petites choses, mais globalement, ça joue aussi. Mais ça, je dirais que ça vient vraiment à la fin. Ouais, Et c'est quand tu as déjà creusé, tu as déjà tout mis en amont et tu arrives à la fin sur OK, j'ai pas forcément trouvé ce que je cherchais, on va pousser un peu plus loin. Ouais, exactement. OK. Et du coup, moi, par exemple, je te prends un exemple un peu concret. Début de l'hiver, là, on est dans les phases d'entraînement où on fait plutôt de la qualité, de la force, du renfort pour les athlètes de triathlon. Je leur conseille généralement, parce que, entre guillemets, c'est conseillé de faire une petite cure en magnésium, en fer, vitamine C et D parce que moins de soleil, des journées plus courtes. Et globalement, avec ça, ça fait un petit trio où voilà, tu prends tes petits compléments alimentaires, tu continues de pratiquer ton endurance. Et si tu n'en as pas besoin, ça fait pas de mal. Mais qu'entre guillemets, on est tous carencés en vitamine D, par exemple, surtout au début de l'hiver. On tombe vite dans des seuils assez bas. Est-ce que tu valides? Est-ce que c'est n'importe quoi à l'inverse? C'est quoi ton point? Tu as le droit, hein, t'es totalement libre. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, vitamine D, effectivement, globalement, il faut supplémenter, allez, de fin septembre à fin mai. On enlève les 3-4 mois d'été là, mais sinon, globalement, il faut supplémenter, oui. Et après, sur le reste, alors, on ne supplémente pas en fer à l'aveugle. Ça, c'est par contre très important. Parce que la carence de fer, c'est un problème. Et j'en discutais encore il y a juste avant qu'on enregistre l'épisode avec une demoiselle. En gros, c'est à peu près 70% des athlètes féminines qui sont carencées en fer. Donc, globalement, chez elles, il faut supplémenter s'il en manque. Mais par contre, du fer en excès, ça devient problématique sur le plan stress oxydatif. Donc, un homme qui manque pas de fer, on ne supplémente pas, globalement. Et puis même une femme, il faut contrôler, si on supplémente, il faut contrôler régulièrement pour voir que ça ne monte pas trop haut. Ça, Mais voilà. Donc, est-ce que tu peux attention avec le fer. est-ce que tu peux trop prendre de fer si tu fais genre, parce que Oui. c'est des cures de 15 jours ou de 3 semaines, est-ce que ça peut suffire parce que ça reste très léger? Ou entre guillemets, comme tu es dans les 70% qui sont forcément carencés, tu as plus de chances que ça tombe bien, parce qu'encore une fois, on peut pas tous faire la prise de sang et pousser et aller chercher. C'est plus Après, du le fer, plus c'est simple. préventif. Le fer, globalement, ça, c'est quasiment dans le bilan de base du médecin. Ou sinon, il faut vraiment le demander. Ça fait vraiment partie du truc de base. Mais non, la préco, c'est le fer, pas de supplémentation à l'aveugle. Ok, Vraiment. ça marche. Et pour Faut faire le gaffe. magnésium, vitamine C, oméga 3, oméga 6. Alors, magnésium, là, globalement, c'est surtout, on supplémente en fonction des symptômes. De toute façon, le magnésium à la prise de sang ne vaut rien. C'est pas fiable. Donc, les symptômes, c'est les troubles du sommeil, la gestion du stress. Si on se sent un peu plus sensible au stress, le magnésium peut être intéressant. La paupière, je sais pas si tu as déjà eu la paupière qui vibre un peu toute seule. Ah, je l'ai souvent, Ça, ouais. ça c'est une carence en magnésium, globalement. Ouais. Il y a la fatigue aussi, plutôt musculaire, je dirais. Voilà, ça peut être intéressant.
le magnésium. Alors, par contre, le magnésium, il n'y a pas de problème à supplémenter. L'excès sera excrété dans les urines. Alors, bien évidemment, je te dis, il n'y a pas de problème. C'est une question de dosage. Hein. Si vous respectez ce qui est marqué sur la boîte, allez pas prendre des dizaines de grammes. Vous allez avoir des problèmes. Et puis, vous ne mettez pas sous cure de magnésium toute l'année non plus. Ça n'a pas d'intérêt. On peut, globalement, mais là, c'est pareil. C'est à voir en fonction de la personne qui vous suit. J'ai des athlètes qui prennent du magnésium toute l'année, à plus ou moins le dosage en fonction du contexte. Il y a des personnes qui en ont besoin de plus que d'autres. Et dans ce cas-là, il faut le moduler la supplémentation. Et après, pour répondre sur la vitamine C, pareil, il n'a pas de souci particulier tant que vous restez sur des doses qui sont celles du labo. Non, on va aller sur l'oméga 3, oméga 6. Alors, là, oméga 3, moi, je conseille de manger des petits poissons gras, clairement. Sardines, maquereaux, de la truite, hareng, etc. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il y a la qualité des oméga 3, globalement. Il faut quand même faire très attention à la qualité. Et ensuite, chez le sportif qui a quand même tendance à avoir un profil de stress oxydatif qui peut être un petit peu perturbé du fait de la pratique, en fait, comme les oméga 3 s'oxydent très facilement en dehors de la matrice alimentaire, donc en dehors de l'aliment, ça s'oxyde facilement. Donc si on met quelque chose qui s'oxyde facilement dans un corps qui est un petit peu perturbé au niveau stress oxydatif, les oméga 3 vont s'oxyder. Donc déjà, ils vont servir à rien, mais en plus, potentiellement, ça peut être délétère. Okay. Alors qu'on n'aura pas cet effet avec beaucoup moins dans la matrice alimentaire. Mais par contre, si on n'aime pas les poissons gras, qu'on est végétarien, dans ce cas-là, oui, il vaut mieux mettre des oméga 3 de bonne qualité. Et là, pareil, c'est à moduler en fonction du contexte. Je peux avoir des athlètes qui en prennent un peu tous les jours. J'en ai qui vont en prendre une fois par semaine. J'en ai qui vont pas en prendre. Ça va dépendre. Ok, ça c'est après c'est au cas par cas et à rechercher dessus. Oh, pour faire, alors ça va pas vraiment servir de conclusion, mais on avait dit qu'on parlerait du syndrome RED-S. Dans quel cadre est-ce qu'un sportif ou une sportive d'endurance rentre dans le cadre du syndrome RED-S? Quel est le lien avec les hormones? Et du coup, ça va quand même résumer ce qu'on vient de dire. Mais on entend souvent parler du syndrome RED-S. C'est juste pour faire un petit point dessus. Qu'est-ce que c'est? À quel moment est-ce qu'on rentre dans la catégorie RED-S pour toi, de ton point de vue à toi? Alors, le RED-S, c'est par définition, et c'est important le mot définition, c'est un déséquilibre relatif entre les apports énergétiques et la dépense. C'est-à-dire qu'on peut avoir un déséquilibre en s'entraînant 25 heures, mais on peut aussi avoir un déséquilibre en étant sédentaire. Ouais. Okay. L'exemple presque extrême, c'est l'anorexie. On en revient, on dépense plus de calories, ne serait-ce que pour son métabolisme de base, qu'on en mange. Okay. Donc, ça, c'est la définition. Donc, la définition exacte, elle va uniquement se porter sur la partie macro, nutriments. Okay. Et c'est là où, à mon sens, c'est problématique. J'en discute des fois avec Manon d'Auvergne, si tu vois qui c'est une chercheuse qui travaille à La Réunion sur le sujet. Et en fait, en rigolant, on dit qu'il manque un alinéa aujourd'hui dans cette définition. Et on y viendra peut-être. Il y a une étude en début d'année qui commençait un peu à en parler. C'est la partie micronutriments, mais c'est aussi, là, pour le coup, la partie stress. Parce que, comme on a vu là tout au long de l'épisode, globalement, si mes apports énergétiques sont pas bons, je vais avoir plein de choses qui vont réagir en cascade sur le plan hormonal, qui vont avoir un impact sur plein de choses, ma santé osseuse, ma partie psycho-émotionnelle, ma récupération, érection, libido, l'aménorrhée, tout ça. Toute cette petite cascade-là. En gros, le RED-S, la liste des symptômes, elle est très importante. Vous avez si vous cherchez un petit peu, vous avez un cercle avec toutes les catégories et tous les symptômes à l'intérieur. Il y en a bien 30-40. Mais du coup, si vous avez suivi jusque-là, en fait, il y a une partie de ces symptômes qui sont effectivement liés à déficit énergétique, mais il y a aussi toute la partie carence micronutriments
et le stress. Et ça, pour le moment, c'est pas pris en compte. Et entre guillemets, c'est normal que ça soit pas pris en compte. Parce qu'en fait, les études, pour conclure sur un sujet, elles sont obligées de trouver un point commun. Et comme je disais il y a à peu près 10 minutes, je vous ai dit, le facteur commun sur les problématiques sportives, ça reste le déficit. Macro. Ok, donc là, les études, elles concluent là-dessus, c'est normal, c'est très bien. Mais par contre, sur les carences, et ben là, ça va devenir très individuel. Parce que toi, tu as peut-être une carence en zinc, la voisine, elle a peut-être une carence en fer, l'autre, il a peut-être une carence en iode, etc., etc. Souvent, il y en a 2-3 des petites carences, en fonction de l'alimentation que tu peux avoir. Mais là, les études, elles vont avoir plus de mal à conclure. Parce que dans mon panel de peut-être 50 athlètes, eh ben, j'ai pas les mêmes carences chez tout le monde. Ouais. Donc, potentiellement, l'étude peut pas conclure sur cette partie-là. Mais pourtant, et ça, c'est mon combat depuis quelques temps maintenant, c'est que faut pas s'arrêter qu'à la partie macro. Ok, pas uniquement. Je reviens à ton exemple de la raclette de tout à l'heure. Eh ben, si tu te dis je mange assez, c'est bon la raclette. Si tu te dis je mange assez, j'ai pas de problème. Eh ben, j'ai plein d'athlètes là qui aujourd'hui étaient dans un REDES, un vrai. Ils reprennent du poids, potentiellement s'ils en avaient perdu, ils remangent assez, et pourtant ils ont toujours un problème. Parce que le souci, il n'est pas que énergétique. Tu peux sortir du REDES. Tu peux sortir du REDES en ayant toujours des problèmes. C'est pas parce que tu sors du REDES que tu es fondamentalement guéri de partout. Oui, et tu peux même n'être jamais tombé en REDES, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu de déficit énergétique, mais tu as des carences. Genre la paupière qui saute. Bah, là, globalement, c'est pas hormonal, c'est le magnésium, mais typiquement une grosse carence en fer. Le fer, il a plein d'impacts sur plein de choses dans l'organisme, dont la partie hormonale. Et tu peux te retrouver avec des symptômes de problématiques hormonales, alors qu'en fait, c'est une problématique de fer et c'est pas une problématique de déficit. Ouais. Donc c'est là où tu dois prendre la personne dans son ensemble et avoir une vision sur tout. Essayer ce qu'il y a dans l'assiette. Toi, tu discutes de tout. Il n'y a pas que. On rejoint ce qu'on dit depuis le début, en fait. C'est qu'il y a la partie mentale, la partie macro, la partie micro à prendre en compte et la partie entraînement. Ouais, même, tu vois, c'est ce que j'allais dire, justement, l'entraînement. Parce que globalement, si l'athlète fait n'importe quoi, qu'il n'a pas de coach ou qu'il n'écoute pas son coach, il peut aussi se mettre dans la merde tout seul. Hein. Oui, puis il y en a, il y en a, ça arrive plus que ce qu'on pense. Mais ouais, du coup, si on doit tirer une conclusion de tout ça, c'était juste, je trouvais important d'aborder le syndrome REDES, parce que ça fait quand même partie entre guillemets du premier truc auquel on pense quand on commence à avoir des pépins sur l'entraînement. Je trouvais ça important de l'aborder. Mais si on fait une conclusion globale de tout ça, c'est un peu bateau, on va dire, écoutez-vous. Ça serait du écoute. Moi, je resterais au stade de écoutez-vous. Si vous êtes honnête avec vous-même et que vous avez la capacité de savoir la petite érection du matin, si vous l'avez ou pas, si votre cycle il est calé ou pas, ou si vous arrivez à bien dormir, ça, vous le savez et ça vous concerne vous. Si vous écoutez et que vous savez factuellement que ça va pas, alors si ça arrive une fois parce que vous avez une grosse pression au niveau du taf, c'est pas forcément problématique, mais si c'est régulier, récurrent, posez-vous des questions, c'est pas normal, et écoutez-vous pour essayer de chercher ce qui va pas et trouver ce qui va pas. Est-ce que tu le résumerais comme ça? Est-ce que tu as une autre façon de résumer au global ce qu'on vient de dire ou pas? Non, je pense que c'est très bien résumé. Il faut vraiment s'écouter et pas faire l'autruche, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'autruche. Ouais. Et il faut pas se dire aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, je fais du sport, c'est normal que j'ai des règlements hormonaux. Non, c'est pas normal, clairement pas. Ouais. Et après, il y a aussi l'autre point, il faut pas se laisser entendre dire que à l'inverse, on s'en occupera quand vous voudrez des bébés pour les femmes, parce que ça c'est un grand classique. Non, clairement pas, parce que vous avez vu tout ce que j'ai expliqué sur la partie hormonale, ça ne sert pas qu'à faire des bébés, et les oestrogènes et la progestérone, ça sert à plein de choses, autres que ça, sur la santé, sur le long terme, et sur la performance aussi. Et du coup, faut arrêter le sport, faut diminuer le sport, ou on verra plus tard. Je suis désolé, mais pas en 2025. Quoi. Maintenant, globalement, on peut. Non, il y a 25 ans peut-être, mais maintenant, on peut plus tenir ce genre de propos. Globalement, il y a suffisamment de ressources. Ouais. Je trouve qu'il y a suffisamment de ressources, d'infos, de gens qui en parlent, d'épisodes de podcast ou je vous conseille d'ailleurs, c'est culotte et trail. Culotte et trail.
Culotte and Trail, qui est un excellent podcast pour le coup, plutôt axé pour les femmes et pour l'entraînement féminin, sur lequel tu es pas mal intervenu. Moi, c'est là-dessus que je t'ai découvert. Qui fait un travail monstrueux d'apprentissage aux athlètes féminines, notamment sur l'endurance et sur leur corps, la gestion, etc. et de ce qui est normal et pas normal. Moi, tu parlais des tabous. Il y a un énorme tabou que je trouve très limitant sur les fuites urinaires. Va discuter fuite urinaire avec des athlètes. Il y en a qui vivent leurs entraînements, qui vont au club avec des couches, qui n'en parlent pas et qui ne le traitent pas et qui trouvent ça normal en mode bon let's go, c'est ça mon symptôme. Ou aussi parce qu'elle trouve personne. Parce qu'il y a aussi Ouais, plein de personnes qui là, trouvent leur mono. et c'est encore plus tabou quand c'est il, mais elle aussi, Oui. c'est effectivement parce qu'elles trouvent personne à qui en parler, à qui discuter, à qui échanger, et elles sont même pas au courant que c'est pas normal. Donc elles ont fini par se dire, ou ils ont fini par se dire, bon c'est que ça doit être normal, tout le monde doit avoir ça. Et comme c'est pas quelque chose dont on parle, il y a de la pudeur qui se met dessus. C'est globalement essayer d'en discuter s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est pas normal et il y a des exercices, il y a des choses à mettre en place. C'est pas magique, ça arrivera pas en un claquement de doigts. La formule magique, je pense qu'on est d'accord là-dessus pour se dire c'est pas parce que je te fais une cure de fer ou de magnésium que tout va aller mieux et que ça va sauter au plafond. Mais à partir du moment où c'est votre santé, c'est votre entraînement, c'est votre performance si vous voulez performer. Alors oui, de base, quand on est juste dans le plaisir, on va courir 10 bornes, on fait ces 3 entraînements à la semaine, tout va bien. Si on regarde plus en détail, pour votre santé long terme, c'est cool de faire de la prévention et de vous écouter énormément dessus, voire de chercher en amont là-dessus, parce que c'est quelque chose qui s'anticipe, entre guillemets. C'est pas quand tu as la fracture de fatigue et que tu es à l'arrêt qu'il faut commencer à te prendre une cure ou à aller faire des prises de sang, globalement. Ouais. Tu me rejoins là-dessus. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une conclusion sur un message à faire passer fort? Je dirais que, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que si on prend soin de sa santé, globalement, on sera performant sur le long terme. C'est ça qui est important, et pas essayer de jouer avec le feu, avec un taux de masse grasse trop bas, avec toutes ces petites choses-là qui vont fonctionner quelques mois, mais au final, ça tient pas sur le long terme et on le regrette. On peut le regretter quelques temps plus tard. Et puis, laissons ça aux pros, le pourcentage de masse grasse, parce qu'ils sont suivis par… et encore. Ils sont suivis, entre guillemets. Donc, oui. Il y a du médical. Il y a du médical, mais j'ai des athlètes pros dans mes suivis et globalement, il y en a quand même. Je dirais que je citerai absolument aucun nom, mais il y en a qui assez frustrant. On veut les noms. Pas pour autant que c'est on veut les noms, on veut la liste. C'est pas pour autant que c'est OK. Parce que l'athlète, il reste maître de ce qui… Même si on lui dit c'est pas OK, l'athlète, il peut quand même continuer à faire des bêtises. Ça, c'est un peu comme avant la pesée sur la boxe. C'est pas OK au niveau corps de perdre 2 litres, 3 litres d'eau en 24 heures pour atteindre le poids combattre dans la catégorie en dessous. Ils le font quand même parce qu'ils savent que s'ils arrivent à 81 kilos, alors j'y connais rien en boxe, donc on va pas aller sur le débat, mais à chaque fois je les vois se fumer dans des saunas, dormir dans des couvertures chauffantes. Tu sais que c'est pas bon pour le corps et que c'est pas extrêmement cool de se déshydrater comme ça. Pourtant, ils le font parce qu'ils savent que derrière, ils sont dans la catégorie du dessous, ils ont plus de chances de gagner. C'est des choix que vous faites aussi pour la performance. Mais là, on n'est plus dans le sport santé, on passe dans le sport performance. Ça me va comme conclusion, Seb, on reste là-dessus. Écoutez-vous globalement, ce sera ça le message de la fin. Merci beaucoup pour ton temps. Je vous invite vraiment à aller suivre Seb ou le contacter sur ses réseaux. Je vous mets tout dans la barre de description, donc n'hésitez pas à vous balader, à cliquer sur les liens, à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Si jamais vous avez des questions, soit en réponse sous le podcast, soit directement en DM sur Instagram, n'hésitez pas. Si vous voulez un épisode 2 qu'on creuse un peu plus loin, parce que là on a effleuré, il faut vraiment que vous ayez conscience qu'on a effleuré la surface. Tu me dis si je me trompe, Seb, mais c'est beaucoup plus complexe. On est vraiment sur un sujet où on peut aller vachement plus dans le détail et aller pointer des sujets spécifiques beaucoup plus pointus. On prend ne serait-ce que tu as fait dans le Let's Trail podcast, tu as fait sur le sodium, où tu as poussé sur l'utilisation du sodium en trail, et ça tient 1h30 rien que ça, juste sur le sodium dans la pratique du trail. Donc on peut vraiment aller creuser. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un deuxième épisode. Seb, si jamais, je te réinviterai sur un deuxième épisode si c'est demandé. Merci beaucoup pour ton temps et toutes ces connaissances. Avec plaisir.
Je te souhaite une très belle fin de journée, un très, très beau fin de jog à tous ceux qui courent ou qui roulent ou qui nagent avec nous dans les oreilles depuis 1h30 maintenant. Hésite pas, on reste en contact et je te tiens au courant pour l'épisode numéro 2. On fait ça? Allez, ça roule. Ouais, ça marche. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps et pour les infos. Je vous souhaite un bon entraînement à tous et à toutes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et ciao l'équipe. Bye.